Bonjour. Alors j'ai à peu près 20 minutes, je ne vais pas vous présenter toute la recherche qui a été faite depuis la découverte par Alois Alzheimer de la maladie d'Alzheimer, parce que ça fait plus d'un siècle. Donc il y a eu, comme vous pouvez l'imaginer, énormément de recherches. Et comme vous le savez aussi sans doute, il y a peu de traitements actuellement. Et ce qui veut bien dire qu'on a absolument besoin de faire de la recherche fondamentale pour mieux comprendre les mécanismes, parce que pour l'instant, ce qu'on a fait n'était pas encore vraiment efficace. Donc nous, le but dans l'équipe que je dirige avec Stéphane Haïm, qui s'appelle l'équipe Maladie d'Alzheimer et Maladie à prion, c'est justement d'aller dans ces mécanismes fondamentaux pour essayer de mieux comprendre certaines étapes de la maladie et essayer de trouver des cibles, disons, qui seraient plus en anglais on dirait successful, mais qui auraient plus de succès que ce qui a été fait pour le moment. Alors, juste 2-3 petits rappels pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont peut-être pas encore lu des revues dans des revues un peu plus générales. Et Dieu sait s'il y en a autour de la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez que cette maladie, c'est une maladie du cerveau. Et lorsqu'on regarde le cerveau d'un patient qui est atteint de maladie d'Alzheimer, ce qu'avait fait Alois Alzheimer à l'époque, hein, il y a plus d'un siècle, on voit deux types de lésions. On a des lésions qu'on appelle les lésions amyloïdes, hein, qui représentent la pathologie amyloïde, et c'est des lésions qui sont à l'intérieur des cellules, à l'extérieur des cellules, excusez-moi, des lésions extracellulaires. Vous les voyez ici, c'est une coupe de cerveau post-mortem d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer, et vous voyez donc ces lésions amyloïdes qui sont des dépôts avec une structure très dense et autour une structure plus diffuse. Et dans le cerveau de ces patients, vous le verrez sur des petits films que je vais vous montrer, il y a une quantité de ces lésions qui est importante. Donc ces lésions, elles contiennent ce qu'on appelle le peptide A-bêta. Et ce peptide A-bêta, vous le voyez représenté ici, c'est cette petite structure en vert. Donc là, vous imaginez, c'est la membrane d'un neurone. C'est ce qui délimite le neurone, sa membrane. Et dans la membrane du neurone, il y a le précurseur de ce petit peptide en vert, qui s'appelle l'APP, pour le précurseur des peptides amyloïdes. Donc cette protéine, elle est dans la membrane de tous les neurones, chez vous, chez moi, chez tout le monde. Seulement, dans la maladie d'Alzheimer, il y a un clivage anormal de cette grande protéine, et donc une production anormale de ce petit peptide vert. Et cette production anormale va aboutir à la formation de ce qu'on voit dans les cerveaux post-mortem des patients, c'est-à-dire des dépôts amyloïdes. La deuxième lésion principale qu'on trouve dans les cerveaux de patients atteints d'Alzheimer, c'est des lésions qui sont intracellulaires, donc là, à l'intérieur des neurones, et ce qu'on appelle la pathologie Tau. Donc Tau, c'est une autre protéine. Et vous voyez ici à nouveau une coupe de cerveau post-mortem de patients atteints de maladie d'Alzheimer, et vous voyez en marron cette pathologie Tau. Donc vous voyez ici une partie importante ici en marron et qui marque l'intérieur du neurone. Et vous voyez aussi ces parties qui sont plus qui marquent en fait les neurites, donc les extensions des neurones. Hein. Là on voit par exemple un axone qui est marqué. Et si on regarde encore plus précisément à quoi correspond ce marron en fait ce sont cette protéine Tau qui forme des filaments en hélice. Vous les voyez ici très bien représentés, hein, si on les regarde à une résolution très importante. Donc cette pathologie Tau, c'est des filaments en hélice qui se mettent à l'intérieur des neurones et qui ne sont pas éliminés et qui vont finalement aboutir au mauvais fonctionnement des synapses et ultimement à la mort des neurones. Alors dans le laboratoire, on a développé une technologie qui avait été mise au point par des Américains il y a vraiment pas longtemps, qui s'appelle Clarity. En fait, le cerveau, un de ses principaux composants, ce sont les lipides. Et donc ces chercheurs américains ont montré que si on arrivait à enlever les lipides et à les remplacer par un polymère, on arrivait ainsi à clarifier le cerveau et on arrivait à voir dans des coupes de cerveau assez importantes ce qui s'y passait. Et donc là, vous voyez un petit film. Je ne sais pas comment je peux le relancer.
Oui, donc vous voyez un petit film qui représente excusez-moi. Bon, ça représente une tranche de cerveau de patient atteint d'Alzheimer qui fait, vous le voyez, 500 microns, hein, donc la moitié d'un millimètre. Donc c'est à la fois petit, mais c'est assez important. Normalement, quand on regarde des coupes, c'est beaucoup plus, 10 fois plus petit au moins. Et donc on peut mettre cette coupe de cerveau dans une solution qui va la clarifier et ensuite aller voir ce que contient cette tranche de cerveau. Et vous allez voir ici dans ce film à nouveau, donc on peut marquer la pathologie amyloïde en rouge, hein, et la pathologie tau en vert. Et donc vous voyez dans ce petit film la présence de ces deux pathologies, hein, concomitantes dans ce cerveau de patients atteints d'Alzheimer. Et vous voyez que les quantités de ces lésions sont très importantes. On a regardé aussi par cette technologie à la fois la pathologie amyloïde, la pathologie tau et les neurofilaments. Donc vous voyez ici les neurofilaments en rouge, donc ce sont toutes les extrémités des neurones qui vont aboutir à la formation de synapses et à la conduction de l'influx nerveux. Donc sur ce film, on voit en rouge les neurofilaments et en vert la pathologie amyloïde. Et on peut reconstituer le trajet des neurofilaments autour d'une plaque amyloïde. Et vous allez voir donc que certains filaments, donc par exemple comme celui-là, il fait un détour autour de la plaque et que la région autour de laquelle il touche la plaque amyloïde, il va former des neurones dystrophiques, enfin des neurites dystrophiques, donc des extrémités qui sont clairement en mauvais état et dans lesquelles les synapses sont en train de dégénérer. Et puis là, pour finir, un dernier film où on va voir les trois en même temps, c'est-à-dire la pathologie amyloïde en bleu, vous la verrez à la fin, la pathologie tau en vert et le neurofilament en rouge. Donc il faut voir que les trajets des neurones sont assez importants, hein, donc il faut travailler sur une section de cerveau qui est assez épaisse, permet de reconstruire le trajet de ces neurones et d'essayer de voir à quel moment ces neurones sont le plus affectés et autour de quelle structure lésion de la maladie d'Alzheimer. Alors, une des questions à laquelle on essaye de s'intéresser et de trouver des réponses, c'est finalement comment cette pathologie amyloïde se propage. Comment les fibres d'amyloïde passent d'un neurone à l'autre. Donc pour ça, on a ici sur une plateforme de l'ICM développé cette technologie qui permet de cultiver des neurones, alors c'est des neurones embryonnaires de rats, dans des systèmes qui permettent d'orienter les cultures. Donc c'est des petits systèmes dans lesquels on a des micro-canaux, vous voyez ici ces lignes ici, et on va déposer dans le compartiment 1 des neurones qui vont émettre leurs axones dans les canaux, donc on les pousse à faire leurs axones dans les canaux, et ensuite donc les extrémités du neurone qu'on appelle les synapses vont aboutir dans le compartiment 2. Donc on a une culture orientée de neurones puisqu'on a dans un compartiment tous les corps cellulaires des neurones et dans un autre toutes les extrémités synaptiques. Et puis dans ces canaux, les axones bien alignés. Donc on peut voir ce qui se passe au niveau des axones. Et donc on a déposé dans le compartiment 1 des fibrilles, ces constituants A-bêta, qu'on a rendus fluorescentes pour pouvoir les observer sous le microscope. Donc on dépose ces fibrilles A-bêta dans le compartiment 1, et sur le film suivant, donc vous allez voir ces fibrilles, ces petits points blancs qu'on observe, et vous voyez que ces points blancs bougent. Alors ici on a le compartiment où on a le corps cellulaire des axones. Là vous voyez un très beau corps cellulaire d'un axone, et vous voyez à l'intérieur de ce corps cellulaire, on voit ces molécules, donc ces fibrilles d'A-bêta qui bougent. Vous voyez le deuxième compartiment dans lequel se trouvent les axones, ici, et pareil, donc on voit les fibrilles d'A-bêta qui bougent dans les axones.
Et enfin, le dernier compartiment, que j'ai appelé le compartiment synaptique, donc le bout les extrémités des neurones, où là, à nouveau, on a donc ces fibrilles de la bêta qui arrivent jusqu'au compartiment synaptique. Et vous voyez même que si on dépose un deuxième neurone dans ce compartiment, dans ce deuxième neurone qui au départ n'avait pas vu de fibrilles de la bêta, on voit que les fibrilles arrivent à rentrer dans ce deuxième neurone. Donc finalement, ce qu'on montre avec ce système-là, c'est que si on dépose des fibrilles sur un corps cellulaire d'un neurone, ces fibrilles rentrent, elles sont transportées dans les axones, et elles peuvent sortir de l'axone et aller dans un deuxième neurone. Donc, avec ce système-là, ça va nous permettre d'étudier les mécanismes par lesquels ces fibrilles rentrent dans les neurones et comment elles peuvent ressortir, et si éventuellement on pourrait trouver un système pour bloquer au moins la propagation. Alors, la deuxième chose sur laquelle on travaille, mais je ne vais pas tout vous raconter parce qu'on fait vraiment beaucoup de choses et on est une trentaine de personnes dans l'équipe. Donc, toujours autour de la pathologie amyloïde, essayer de mieux comprendre comment ces peptides amyloïdes sont formés. Donc, je vous parlais du précurseur de ces peptides, qui sont à la membrane du neurone. Donc, on a un précurseur, le peptide amyloïde en rouge ici. Et finalement, on va essayer de comprendre comment on arrive à décrocher ce petit bout rouge, le peptide A-bêta, du précurseur. Et pour que cela se passe, il faut que ce précurseur APP soit internalisé à l'intérieur de la cellule, et il est internalisé dans des compartiments bien particuliers qu'on appelle les endosomes. Et c'est dans ces petits compartiments que le peptide A-bêta va être libéré par des clivages par d'autres protéines qu'on appelle des enzymes. Et c'est important d'être dans ce compartiment parce que ce compartiment, l'acidité du compartiment est contrôlée et elle est optimale pour que le clivage des précurseurs se fasse. Et ensuite, ces peptides A-bêta seront libérés, sécrétés à l'extérieur de la cellule et formeront les fibrilles d'A-bêta dont je vous parlais. Et de manière assez surprenante, la manière dont ces petits carrés rouges sortent de la cellule est quasiment totalement inconnue actuellement. Donc ces petits carrés rouges, c'est des peptides qui sont très hydrophobes, donc en fait ils n'aiment pas l'eau, ils n'aiment pas les milieux aqueux, donc il va falloir qu'ils se fixent à des lipides ou à d'autres constituants pour pouvoir sortir. Le problème c'est que quand ils sortent, ils sont très insolubles, donc ils forment ces agrégats. Mais la façon dont ces peptides sortent, on ne comprend pas encore pour le moment. Donc dans l'équipe, on s'est intéressé à ces compartiments intracellulaires que sont les endosomes. Et non seulement donc on a essayé de déterminer les mécanismes par lesquels ce précurseur rentrait dans ces endosomes, mais aussi on a cherché à comprendre le rôle du cholestérol. Alors, il faut savoir que dans les cerveaux de patients post-mortem, de patients atteints de maladie d'Alzheimer, les taux de cholestérol sont plus importants. Alors rassurez-vous, le taux de cholestérol dans le cerveau n'a quasiment rien à voir avec le cholestérol du sang, sinon ça serait plutôt embêtant. Donc on a cherché à comprendre pourquoi ces taux de cholestérol pourquoi les taux de cholestérol sont plus élevés dans les cerveaux des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et donc on a Charles Duckers qui est chef de service de neuropathologie et qui dirige la banque de cerveau de la Salpêtrière, et grâce à laquelle on peut réaliser beaucoup d'expériences sur des tissus post-mortem et avancer. Donc il a pu micro-disséquer ces dépôts amyloïdes. Donc là vous revoyez à nouveau une coupe de cerveau, un dépôt amyloïde. Et avec un microdissecteur laser, on peut disséquer ces plaques amyloïdes, vous voyez, avant et après. Et en disséquant des centaines, voire des milliers, on peut les rassembler dans un petit tube et ensuite analyser le contenu de ces dépôts. Et donc, il a pu montrer que les taux de cholestérol qu'on voit ici représentés, dans ces plaques séniles, ces dépôts amyloïdes, est 2 fois plus élevé que dans le tissu qui ne contient pas de plaques séniles, le tissu adjacent. Donc on a des quantités de cholestérol qui sont plus importantes, et il a pu même développer une technologie où on peut faire une imagerie du cholestérol directement sur les tissus,
par ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. Hein, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer plus tard. Et vous voyez ici que plus le signal est bleu, ça c'est une coupe de cerveau post-mortem de patients Alzheimer, plus le signal est bleu, plus on a des quantités de cholestérol qui sont importantes. Et donc on voit la situation contrôle et la situation Alzheimer, et on voit clairement la répartition n'est pas la même. Et donc on trouve du cholestérol dans des régions où normalement on en a beaucoup moins. Voilà, et pour aller même encore plus dans le détail du mécanisme d'action du cholestérol sur la production d'A-bêta, donc Catherine Marker, une chercheure postdoctorale dans l'équipe qui travaille maintenant à New York, a pu identifier les mécanismes à une résolution, vous voyez, de 50 nanomètres. Hein. Donc c'est une échelle encore beaucoup plus petite avec des technologies de microscopie super résolutive. Et elle a pu montrer donc pourquoi aller à cette résolution, parce que à la membrane des neurones, on a des zones qui sont très riches en cholestérol et dans lesquelles il se passe beaucoup de choses. Et ces zones riches en cholestérol s'appellent des radolipidiques. Et donc avec ces technologies de super résolution, on peut repérer, je vais représenter ici sur ce schéma en orange, ces radolipidiques. Et ils sont importants à regarder parce que c'est dans ces radolipidiques que les protéines souvent se rassemblent avant d'être internalisées. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que la protéine APP, vous la voyez à nouveau avec son petit peptide rouge, ainsi que, alors BACE1, c'est une protéine la première protéine qui va couper l'APP et qui va commencer à relarguer le peptide A-bêta. Donc l'APP et son enzyme parfois se retrouvent dans les radolipidiques, donc dans la situation normale, hein, parce qu'on produit tous un petit peu de peptide A-bêta. Mais quand on rajoute du cholestérol à la membrane, là, on a beaucoup plus de regroupement de ces deux protéines dans ces radolipidiques. Et là, on a une internalisation en très peu de temps, en quelques minutes, et une surproduction de ces peptides amyloïdes. Donc là, on a vraiment le mécanisme. On sait quelles protéines sont impliquées et on peut ensuite essayer de voir comment contrer ces mécanismes d'internalisation et de production de peptides amyloïdes. Et enfin, dernière chose, donc je vous parlais de ces endosomes. Quand on rajoute du cholestérol, on a une internalisation de l'APP, on a une modification des endosomes, puisqu'on voit, là vous voyez une situation, un neurone de rat en culture. Lorsqu'on lui rajoute du cholestérol, vous voyez ces endosomes marqués en bleu, qui sont dilatés. Et quand on les regarde même à une résolution plus grande, au microscope électronique, on voit situation contrôle, situation avec plus de cholestérol, on voit bien cette dilatation. Non seulement une dilatation, mais un phénomène d'agrégation. Donc pour les effets du cholestérol, on a vu des changements des endosomes, leur dilatation, une augmentation de la production du peptide A-bêta. Et puis dernière chose qu'on a regardée, c'est le transport axonal. Alors on sait à quel point le transport axonal est important dans les neurones, hein, puisque tout le fonctionnement du neurone est basé sur la libération au niveau de la synapse de molécules. Et donc là, on va regarder le transport axonal. Vous voyez un axone, et les points jaunes, ce sont des vésicules qui contiennent l'APP et qui vont, dans un neurone vivant, circuler. Alors là, on a la partie où on aurait le noyau, le soma, donc le corps cellulaire du neurone, et puis l'extrémité, la synapse. Donc ces molécules APP dans les vésicules, elles circulent dans les deux sens. Dans un sens donc, du corps cellulaire vers l'extrémité, ça s'appelle le transport antérograde. Et puis de l'extrémité jusqu'au corps cellulaire, c'est rétrograde. Donc on va analyser par vidéomicroscopie, donc on fait une vidéo de ce qui se passe et on analyse les images et on va regarder comment bougent les vésicules dans une situation contrôle et quand on rajoute du cholestérol. Et ces petites vésicules, on les suit. Alors vous les voyez sur ce graphe. Là, vous imaginez que c'est le temps qui avance. Et chaque point ici, sur chaque trait, ça va être une vésicule. Donc par exemple, cette vésicule ici, on a un trait vertical. Donc c'est une vésicule qui n'avance pas dans le temps. Donc elle est immobile. Là, vous voyez un trait oblique qui va dans ce sens-là. Donc c'est une vésicule qui avance dans ce sens-là, donc en transport antérograde.
Et puis vous en voyez quelques-unes qui avancent dans l'autre sens, en transport rétrograde, et vous voyez qu'elles vont moins vite. On peut mesurer la vitesse en fonction de la pente. En présence de cholestérol, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de choses qui se passent, et notamment beaucoup plus de vésicules immobiles, et puis quand elles bougent, elles font une pause, elles rebougent. Donc on a un trafic axonal qui est vraiment diminué. Alors dernière chose autour du cholestérol, on va un peu plus loin dans la structure de la protéine précurseur de l'amyloïde, l'APP, et on va là maintenant étudier ce qui a été mis en évidence, c'est-à-dire un site de liaison du cholestérol sur l'APP. Et ce site de liaison, vous le voyez représenté ici. Alors il faut vous dire que l'APP c'est une protéine. Une protéine, elle est constituée d'acides aminés. Et donc vous voyez cette protéine APP à la membrane, et toutes ces lettres, c'est les acides aminés qui constituent cette protéine. Et ceux qui sont entourés en rouge, ce sont les acides aminés qui interagissent avec le cholestérol. Vous voyez le G, I, G, E, F. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un par un les acides aminés qui participent à la liaison du cholestérol pour voir si on avait un effet sur la manière dont l'APP va produire le peptide amyloïde. Vous vous souvenez que l'APP produit la bêta. Et donc c'est ce que vous voyez ici. Là je vous donne un exemple. Ça c'est la production. Donc on prend des cellules, on va leur rajouter l'APP avec les mutants et on va regarder comment ces cellules produisent la bêta. Donc on mesure la quantité de la bêta produite qui est ici. Hein. Là vous voyez quand on prend des cellules qu'on leur rajoute la molécule APP qui est normale, enfin disons ce qu'on appelle wild type, hein, la protéine sauvage, on a une production importante d'A-bêta dans les cellules. Et lorsqu'on rajoute aux cellules différents mutants, par exemple ce qu'on appelle le mutant G700A, donc c'est cet acide aminé ici G qui est transformé en un autre, là on voit que le taux de production d'A-bêta diminue nettement. Et donc comme ça on avance de proche en proche, on arrive à mieux déterminer le site de liaison du cholestérol sur l'APP. Tout ça pour finalement essayer de répondre aux questions qui sont un petit peu dans les perspectives qu'on a en tête. Comment inhiber la liaison APP-cholestérol, comment diminuer le cholestérol membranaire et modifier le trafic des endosomes. Sachant que l'ensemble aboutirait à la diminution de la production du peptide A-bêta. Alors les endosomes dont je vous parlais, je vous ai dit qu'ils étaient dilatés quand on augmentait le cholestérol, mais ils sont aussi dilatés dans les cerveaux des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et donc là, à nouveau, vous voyez sur les études post-mortem de cerveau de patients Alzheimer, un neurone avec ces endosomes dilatés, ici marqués en rouge. Donc ça, c'est des formes sporadiques de la maladie. Donc on a une claire augmentation ici du pourcentage de neurones avec des endosomes dilatés. Ça, c'est la situation contrôle et maladie d'Alzheimer sporadique. Et évidemment, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir si cette modification des endosomes, on pouvait la retrouver en périphérie, dans les cellules sanguines des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et donc, en collaboration avec l'Institut de la mémoire de la maladie d'Alzheimer, avec des financements de la Fondation ICM et d'autres financements, on a lancé une étude sur des cellules sanguines de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Alors, les formes qu'on appelle MCI, pour Mild Cognitive Impairment, donc c'est des formes débutantes, sans démence, et puis les formes de maladie d'Alzheimer avec démence. Et donc vous voyez ici les endosomes marqués de cellules sanguines, les globules blancs, et on voit donc dans la situation contrôle et la situation maladie d'Alzheimer, on voit que c'est cette dilatation qu'on avait déjà vue dans les cerveaux des patients. Et alors pour terminer, je vais peut-être passer ce graphe qui est peut-être un peu compliqué, mais ce qu'on a pu montrer, c'est que la dilatation, elle est corrélée, donc elle est fonction de la charge amyloïde qui est dans le cerveau des patients qu'on a examinés. Donc finalement, plus un patient aura une charge amyloïde importante, qu'on peut détecter par tomographie en émission de positrons avec des marqueurs spécifiques, plus
le patient aura une charge amyloïde importante, plus la dilatation de ces endosomes au niveau périphérique sera importante. Donc on se demande actuellement, déjà on essaie de comprendre pourquoi et de savoir si ça serait un nouveau biomarqueur sanguin ou au moins de suivi si on se lançait dans une thérapie qui soit autour de cette voie endosomale. Je vais peut-être m'arrêter ici et puis vous dire que évidemment c'est une recherche qui se fait avec les collaborateurs de l'ICM, donc Charles Buckert et puis toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe. Là aujourd'hui je vous ai présenté vraiment une petite fenêtre de ce qu'on fait, donc il y a aussi toute la partie sur les maladies à prions de Stéphane Hayek, et puis ce qu'on fait, donc vous avez bien vu sur les problèmes de propagation. Et puis c'est une collaboration avec les cliniciens de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, Bruno Dubois, Marie Sarrazin, et puis aussi d'autres collaborateurs qui sont sur Paris et la région parisienne. Voilà, mais je vais peut-être m'arrêter là et passer le... Merci.